vous mangez des pâtes, du poulet, vous êtes bien, vous ne voulez pas rentrer, vous êtes des félons, c'est-à-dire vous êtes des traîtres à la nation. Nous, on a fait le sacrifice de rentrer. Non seulement ils mentent parce qu'ils n'ont fait aucun sacrifice, la plupart qui nous écrivent, je ne dis pas ceux qui sont rentrés, ceux qui nous écrivent cette critique, ce sont des gens qui sont dans des petits bureaux de fonctionnaires, qui voyagent tout le temps. C'est les plus chanceux, qui ont la possibilité d'avoir Internet. Moi, mon cousin du village n'a pas Internet pour m'écrire tous les jours, à venir commenter tous mes statuts en me disant tu n'as pas fait les sacrifices, il a d'autres soucis. Déjà, manger. Donc, quelqu'un qui a cette liberté et cette facilité de venir m'apporter cette critique ne peut pas me dire qu'il a fait le sacrifice, puisqu'il fait partie des plus privilégiés de la place. Donc, il n'y a aucun sacrifice. D'accord? Et puis, je leur envoie notre contribution financière, la diaspora. On fait étudier nos frères et petites sœurs, on construit quelques maisons, on participe à quelques réalisations, même si j'ai une critique par rapport à ce qu'ils appellent le développement, les associations qui disent qu'ils agissent pour le développement. Moi, ce développement-là, j'ai un point de vue sur ça, mais ce n'est pas notre sujet. Mais en tout cas, ne serait-ce que par la petite manne financière qu'on envoie pour la survie des nôtres tous les jours, on apporte quand même quelque chose. Donc, nous renvoyer l'idée que rentre ou ferme-la, c'est-à-dire ne critique pas ce qui ne va pas au pays, parce que si tu voulais critiquer cela, tu aurais dû rentrer. Non, ça ne va pas. Donc, voici les 3 déclinaisons du rentre ou ferme-la. Et là-dessus, vous allez trouver aussi la critique de la mauvaise utilisation de la tradition et toutes ces choses-là qui se retrouvent dans ces 3 déclinaisons. Je vais aller vite. Pour le deuxième livre, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Mwikaou, qui a des origines africaines. D'accord? Donc, j'ai bugué parce que j'avais l'impression qu'il y avait un souci technique. Visiblement, tout va bien. Donc, je disais que pour le second livre, Juste dans son injustice, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Mwikaou, qui est né dans un village et qui se voit traité de fils d'esclave. Fils d'esclave, pourquoi? Parce que ses ancêtres seraient d'origine Makua. Makua, d'après les historiens, ça se retrouve en Mozambique. D'accord? C'est des ethnies qui se trouvent en Mozambique. Donc, et donc, dans mon livre, je décris que ces gens-là seraient arrivés avec les Arabes esclavagistes, d'accord, des Arabes esclavagistes qui sont arrivés au pays et qui les avaient capturés à Mozambique pour leur servir de serviteurs, voilà. Et ils sont arrivés au pays il y a longtemps, d'accord. Ils ont retrouvé les autochtones qu'on appelait les Béja, qui pour moi, et selon les historiens, c'était des Bantous, eux aussi, mais qui sont arrivés il y a longtemps. C'est des Bantous, c'est-à-dire l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique de l'Est, c'est ça les Bantous, et qui voient ces Arabes arriver avec d'autres noirs comme eux, et ils vont apprendre qu'ils venaient de l'ethnie Makua. Et ils vont être les esclaves de ces Arabes-là. D'accord? Et Mwikaou est descendant de ces esclaves. Okay? Et donc, au village, quand ils se disputent un peu, les jeunes, parce que c'est resté dans l'histoire de la famille, on va le traiter tout le temps de Makua, d'esclave. Okay? Et il va se retrouver aussi en face des problèmes endogènes de notre société, c'est-à-dire que chez nous, pour qu'une sœur ait un mari, il faut que le père et les frères lui aient construit. C'est en train de changer, mais c'est encore d'actualité. Il faut que la famille lui ait construit une maison pour qu'un homme respectable veuille bien venir l'épouser et faire le grand mariage, un phénomène que je décris dans les 2 livres, on peut découvrir en lisant le livre, pour que les sœurs puissent avoir des maris. Et lui, pauvre qu'il est, avec des parents pauvres, ils vivent dans une maison en paille, une maison en tôle.
entouré de maisons en dur. Et il voit tous les jours des gens qui partent tous azimuts pour la France. Et en plus, c'est les gens qui sont en France qui arrivent à construire ces maisons. Voilà. Et donc lui, il n'a pas les moyens de partir. Il n'a personne en France, sauf son oncle qu'on traite de Makoua parce que, soi-disant, il ne fait pas comme les autres, il ne s'occupe pas de sa sœur, mais il s'occupe de sa femme et de ses enfants. Ailleurs, c'est normal. Chez nous, c'est vu comme si tu étais dominé par ta femme, parce que tu t'occupes de ta femme et de tes enfants. Donc en fait, chez nous, on dit que, chez nous, c'est en train de changer, heureusement, mais beaucoup, jusqu'à récemment et encore aujourd'hui, considèrent que la première famille, c'est ta famille, ta première famille, c'est-à-dire ta mère, tes sœurs, mais ta femme, c'est accessoire. Tes enfants, c'est pas à toi de t'occuper de tes enfants, mais c'est leur oncle de s'occuper de tes enfants. Moi, dans le livre, je dis que ça serait plus facile si chacun s'occupait de ses gosses. Voilà. Mais ça, c'est l'origine, c'est la matrilinéarité qui, chez Anta Diop, prend ça comme ce qui lie l'Afrique dans unité, dans ce qui est le livre qui disait l'unicité culturelle de l'Afrique. Il parle de la matrilinéarité pour dire que pour développer ce qu'il appelle l'unité culturelle de l'Afrique. Je ne suis pas en train de critiquer la matrilinéarité, c'est-à-dire qu'on dit que tu appartiens à la famille de ta mère et non à la famille de ton père. Contrairement à ici où tu es plus de la famille de ton père, la femme prend le nom de son mari et tout ça. Et donc il va être confronté à ces insultes-là. Il se trouve aussi qu'on lui dit que son père dit bon, quand même toi, l'aîné, tu devrais quand même te bouger pour t'occuper un peu de tes sœurs. Voilà, pour être un fils digne, on ne lui dit pas, mais il le comprend, parce que c'est comme ça, l'aîné doit prendre en charge la famille et tout ça. Donc il a tous ce poids sur les épaules, et un jour il va se passer quelque chose, c'est-à-dire il va être confronté à un tabou, hein, je laisse le lecteur découvrir la chose, mais il va commettre l'irréparable c'est une question d'amour, hein, voilà, il va commettre l'irréparable, et alors là ça va renforcer la critique. On vous avait dit que c'était des Makouas, ils n'ont pas les mêmes mœurs que nous, et voilà, regarde ce qu'il a fait. Il ne sait pas qu'il y a des choses qui ne se font pas, il y a des tabous, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est un Makoua. Et tout ça, avec une autre chose qui va se passer dans sa vie, va le pousser lui aussi à partir, suivre tous ses départs, tous ses émuts. Quand vous allez au pays, tout le monde ne pense qu'à partir dans les villages. Aucun jeune aujourd'hui ne pense rester. S'il reste, c'est parce qu'il n'a pas encore l'occasion de partir. Ou bien il est un privilégié. Oui, il est un privilégié qui vient nous dire rentre ou ferme là, dans son petit bureau de fonctionnaire à Moroni. On est d'accord? Donc, il va partir et il va passer par l'Égypte, le Maroc, il va croiser le destin de Moussa, c'est-à-dire un jeune homme qui s'appelle Moussa, qui lui vivait dans un village tranquillement avec ses parents, il cultivait la terre, et avec le réchauffement climatique, et là c'est un clin d'œil à ce réchauffement climatique qui se passe dans les pays industrialisés, qui frappe les pays du Sud, qui n'ont rien demandé, qui ne polluent pas, mais qui, eux, voient leur terre s'assécher, hein, la sécheresse qui fait qu'on ne peut plus cultiver. Il y a aussi la mer qui remonte. Lui, c'est la sécheresse. Les terres ne sont plus cultivables. Ils étaient sur le point de partir sur Bamako, mais on a découvert de l'or dans leur village. Et bien, les multinationales arrivent dans le village pour extraire ces ors-là. Voilà. Bon, mais comme vous connaissez la situation de l'Afrique, le gouvernement n'arrive pas à négocier comme il faut. Tous les jours, ses ouvriers, c'est-à-dire son père élu, parce qu'il va cultiver en tant qu'ouvrier, il va travailler en tant qu'ouvrier dans ces mines-là, il va devenir mineur. Tous les jours, ils extraient des quantités considérables d'or, mais le salaire reste misérable. Médiocre. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont essayer de manifester. Son père va prendre une balle. On connaît la délicatesse des forces de l'ordre africaines. C'est classique. Hein, c'est très classique. Ils sont très doux.
Il ne tire pas, d'accord? Mhm. Bon, en tout cas, il va prendre une balle. C'était de l'ironie pour ceux qui n'ont pas compris. Hein. Mhm. Il va prendre une balle et ça va. Et lui aussi, il va se dire bon, puisque tout le monde part, ici on dit c'est des aventures, c'est les vrais hommes, ils partent. Hein? Et donc, il va se dire moi aussi, je suis un homme. J'ai voulu rester chez moi, travailler ici. C'est un clin d'œil pour dire que ceux qui reprochent aux jeunes Africains de partir tous azimuts, si on les laissait bénéficier des matières premières de leur pays, ils ne partiraient pas. Mais à travers l'histoire de ce jeune homme, j'essaie de montrer un peu ça. Et il va partir, et son chemin va croiser celui de Ndekaou au Maroc, après avoir passé des années dans le Sahara et tous les problèmes, les violences, avec même les islamistes qui ne font pas dans le détail, ceux qui meurent de sécheresse, le racisme et tout ça. Ils vont rencontrer tout ça, d'accord? Et leur destin va se croiser. Et dans tout cela, je glisse quand même quelques réflexions de la communauté et des paradoxes qu'elle vit ici. Et donc, et aussi, je pose un débat sur l'immigration. Ni pour ni contre, mais j'essaie de mettre des arguments pour critiquer ces départs tous azimuts. Et aussi une critique pour ceux qui sont ici, qui disent il y en a marre de tous ces immigrés. Voilà. Donc voilà un peu. Et pour ce qui est du titre, parce que certains m'ont demandé c'est quoi le rapport entre justice et ancien de justice. Donc le titre, c'est aussi, il y a une part de philosophie dans tout ça. C'est ce jeune homme qui se demande pourquoi je suis né pauvre, pourquoi je suis né d'un centre d'esclaves, pourquoi tout ça m'arrive. Et à chaque fois, il va dire, mais quelque part, je pense que tout le monde a compris, Dieu est injuste, moi j'ai rien demandé, pourquoi ce destin? Mais on apprend toujours aux croyants à dire que même dans ce que nous considérons comme injuste de la part du divin, il y a une justice derrière ça, même si on n'arrive pas à avoir cette justice-là. Et c'est ça aussi la petite part de philosophie que j'essaie de glisser dans ce roman. Ouais, comme on est dans le terme de la diaspora aussi, on verra que ce jeune Ndekaou, après tentative et après naufrage qu'il voulait venir ici, il y a eu naufrage et puis après il se dit autant ne pas encore risquer ma vie. Il est retourné à Fès, d'où il a encore fait un voyage cette fois-ci avec un visa et un passeport. Il a échangé, on connaît la suite. Visa, oui. Voilà, on a compris. Voilà. Et puis après, mais ce qui est sûr, c'est que le jeune Ndekaou est passé par Charles de Gaulle. Oui, et, voilà. et il est rentré en France. Et cette fois-ci, il va encore confronter l'idée de la diaspora. Tel est notre thème aujourd'hui, la diaspora et les problématiques de l'intégration et les replis communautaires. On va commencer par ce concept que vous venez juste de soumettre, à moins que Teresa ait une question. Non, de manière générale, surtout au regard de ce que vous avez expliqué, que ce soit dans Rentre ou ferme-la ou juste dans son injustice, je voulais savoir est-ce qu'on pouvait dire que votre point de vue, en fait, c'est de démontrer qu'il y a une corrélation entre la rigidité du système français à intégrer les étrangers, mais aussi le fait que, pour prendre l'exemple des Comores, qu'il s'agit d'un peuple très communautariste. Et est-ce que justement c'est pas ce que vous essayez de montrer qu'en gros les torts sont partagés? Oui, je pense que oui, effectivement, les torts sont partagés. Moi je pars du principe que, et ça je pense que c'est ma culture, quand vous recevez des étrangers, c'est d'abord à vous de les intégrer. C'est-à-dire que quand vous arrivez aux Comores, vous n'allez pas passer 2 jours avant que quelqu'un vous invite à aller dîner chez vous. Quelle hospitalité. Non, c'est pas pour faire dans l'angélisme, mais je pense que même dans toute l'Afrique, il y a cette part d'hospitalité et d'intégration. Et moi, je suis ici depuis 15 ans. Ça m'arrive de m'interroger sur le fait que peut-être que je suis très communautaire, mais ça fait 15 ans que je suis là, j'ai jamais dîné dans une famille de Français blancs. Donc 15 ans quand même.
Et on va continuer. Et moi, je ne fais pas partie, je ne crois pas être une racaille. J'ai étudié, j'essaie d'écrire, donc je ne pense pas être une personne qui rejette, qui n'est pas ouverte. D'ailleurs, j'essaie de formuler des critiques par rapport à ceux qui se communautarisent, qui s'enferment, qui ne veulent pas s'ouvrir aux autres. Et pourtant, je n'ai jamais eu à entrer dans un salon de Français blancs. Donc, je pense que oui, la France a du mal à intégrer les autres qui ne lui ressemblent pas, c'est-à-dire qui n'ont pas la même couleur, la couleur blanche. Voilà. Maintenant, par rapport aux autres, moi, en fait, pour moi, il y a diverses. Dans la diaspora, il y a diverses catégories. En fait. Il y a diverses catégories. Il y a par exemple, moi, ma catégorie, je suis venu ici pour étudier. D'accord ? Donc, je suis un blédard, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que je suis venu avec un bagage culturel de blédard. D'accord ? C'est pas dans le sens péjoratif. Hein. J'ai découvert la culture française, en tout cas la culture livresque française, l'histoire de la France. Il y a aussi une deuxième catégorie, c'est-à-dire ceux qui sont nés ici, qui sont pour moi d'abord français, avant d'être comoriens ou africains. D'accord ? En tout cas dans ma définition, parce qu'ils ont été éduqués par l'école française. Ils ont toujours mangé français pour la plupart, même si à la maison on mange du riz, mais ils ont eu des amis français, ils sont partis dans des familles blanches, d'accord ? Donc ils ont baigné dans la culture française, même si leurs parents, il y a des parents qui font l'effort ils pensent français avant tout, parce qu'ils parlent français, donc ils pensent français, ok ? Donc il y a cette catégorie, cette catégorie a une réaction vis-à-vis de la République française, vis-à-vis de la France, qui est différente, parce qu'il lui reproche le fait que la France ne lui réserve pas sa part d'histoire dans l'éducation nationale, parce qu'ils ont beau être français, ils ont des origines, ils ont envie que ces origines-là soient reconnues par la France. Ils ont l'impression qu'on leur ment en leur disant, ou bien qu'on essaie d'effacer leur francité en disant que leur histoire ne fait pas partie de l'histoire de la France. Voilà. Donc il y a un ressentiment de ces gens-là. C'est comme un amour schizophrène. Je t'aime, moi non plus. Voilà. Il y a cette catégorie-là. Et aussi, il y a aussi la catégorie de ce que moi j'appelle les travailleurs, soit ceux qui sont arrivés dans les 70, que eux, ils n'ont aucune envie de s'intégrer à la France. Ils sont venus ici pour travailler. Chez eux, c'est l'Afrique, même si la plupart, ils rentrent dans des cercueils. Hein. Ils ont toujours l'idée de retourner, mais ils ne retournent jamais. D'accord ? Mais eux, ils n'ont aucune envie. Hein. Ils n'ont aucune envie. Et ils n'ont jamais voulu qu'on reconnaisse qu'ils étaient français. Ils disent d'ailleurs à leurs enfants que vous n'êtes pas français. Arrêtez de croire que vous êtes français, vous êtes d'abord africains. Il y a ceux qui arrivent encore aujourd'hui, c'est-à-dire les blédards qui ne viennent pas pour étudier, mais qui viennent pour travailler. Eux, ils viennent prendre ce qu'il y a à prendre et aller investir là-bas, construire là-bas. Donc moi, je pense qu'il y a 3 catégories. Quoi. Il y a 3 catégories dans cette diaspora. Voilà. Et moi, j'ai mon point de vue par rapport à la première, à la seconde, nous, voilà. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas tout mettre dans le même sac et dire la diaspora. Pour moi, il y a diverses catégories de la diaspora. Et chaque catégorie a ses attentes particulières par rapport à la République, par rapport à la France. Et dans la diaspora, il y a des Antillaises, il y a des Antillais, il y a des Martiniquais qui ne sont pas blancs, mais qui sont français depuis des siècles et qui ont leurs revendications parce qu'ils considèrent que eux, ils sont français, ils ont toujours été français et ils ne se reconnaissent pas, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas reconnus à la République. Oui, il y a aussi la question de Mayotte qui vient juste d'être aussi... Voilà, et eux aussi, ils ont leur particularité. Et pourtant, ils veulent être reconnus comme français. Donc, on ne peut pas mettre la diaspora dans le même sac. Donc, il faudra, peut-être, si on aborde le sujet, parler, si tu
sectionner, savoir. On parle je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette catégorisation, comment je fais, mais en tout cas, moi, je pense qu'il y a on ne peut pas mettre, Pas mettre dans le même sac. la diaspora dans... Mais même si la finalité... Même si j'ai pris des positions, rentre ou ferme-là, j'ai pris des positions, mais je disais, j'identifiais les catégories sur lesquelles je prenais des positions. C'est-à-dire, par exemple, les enfants qui sont nés ici. Moi, je leur dis, par exemple, bon, personne ne vous interdit de découvrir ce que vous êtes. Mais au lieu d'attendre tout le temps que la France vous reconnaisse, d'accord, reconnaissez-vous vous-même. Reconnaissez-vous vous-même et allez taper à la porte et dites-leur, si quelqu'un vous dit, vous n'êtes pas français, vous lui dites, je vous emmerde, je suis français et je n'attends pas à ce que vous me reconnaissiez que je sois français. Là, je le suis. À Césaire. Voilà. Hein, je suis français et je n'attends pas votre reconnaissance. J'apporte ma contribution, je défonce des portes. On me rejette ici, je tape là-bas, et puis voilà, j'attends pas qu'on me reconnaisse. Je sais bien que c'est très facile de dire ça, mais il ne faut pas passer son temps à attendre une reconnaissance. Parce que c'est quelque part donner à l'autre l'idée qu'il est supérieur à vous, parce qu'il doit vous reconnaître. Hein, vous dire oui, j'ai accepté, ok, viens, j'ai accepté. Non, moi j'ai pas. Je suis ici, je suis né ici, c'est mon pays. Si vous ne voulez pas que. Il ne fallait pas venir chez moi. Il ne fallait pas venir. Quand je dis chez moi, dans le pays de mes parents. Il ne fallait pas venir là-bas. Maintenant, il faut assumer. Je me rappelle une intervention d'Eleonora Miano sur Ce soir ou jamais. Elle était devant Lévy, ils appellent Lévy, qui disait oui, mais il y a beaucoup de Français qui ont l'impression de ne plus vivre chez eux. Ils sortent dehors, ils voient des foulards, ils ont l'impression qu'ils sont plus chez eux, des boubous, des je sais pas quoi. Ben écoute, ils sont inquiets. Moi je dis ouais, ils ont le droit d'être inquiets. Mais comme elle dit, et comme moi je dis dans le livre, elle dit mais il y a beaucoup. Ces gens-là, ils ont assisté à la destruction du monde connu eux aussi. D'accord ? Comme Chinua Achebe du Nigeria qui a écrit un livre qui s'appelle Le monde s'effondre. C'est-à-dire, leurs ancêtres ont été dans des pays, ils ont vu l'arrivée de gens qu'ils ne connaissaient pas, qui ont détruit le monde connu, c'est-à-dire qui ont détruit leur repère religieux, hein, leur culture, leur façon de vivre. Jusqu'à aujourd'hui, ils se battent pour s'adapter à ce monde nouveau qu'on leur a imposé. Ben, ils n'ont pas choisi ça. Et ben, la conséquence de tout cela, et je le dis sans esprit vengeresque, hein, je ne suis pas en train de dire vous allez payer. Non, c'est le cours de l'histoire. Vous êtes arrivé dans des pays, vous avez pris des travailleurs, comme aux États-Unis, ce que. Et là, je ne vais pas aller trop m'extrapoler, mais c'est ce qui divisait Malcolm X et Martin Luther King, qui était pour l'intégration, et l'autre qui disait non, le diable, le blanc, ne va jamais accepter qu'on fasse partie de sa nation. Nous sommes une nation à part nous-mêmes, qu'on nous donne un territoire pour qu'on vive à part, jusqu'à créer un contact avec le Ku Klux Klan, parce qu'il y a eu des contacts avec le Ku Klux Klan, et même les nazis blancs américains. C'est une des reproches qu'on faisait à Malcolm X et à la Nation of Islam. C'est-à-dire, mais eux, ils disaient, bon, bah, quoi, vous vous considérez supérieur, nous aussi, on se considère supérieur. D'accord ? Nous, on n'a aucune envie que vous nous acceptiez, comme vous n'avez aucune envie de nous accepter. Voilà, vous nous avez pris quelque part, vous nous avez ramenés ici, mais donnez-nous un territoire. On vit là, et puis vous pouvez à part, et puis chacun. Voilà, bon, Malcolm X va évoluer au fil du temps, parce qu'il va rencontrer d'autres. Il va évoluer dans sa psychologie, mais au départ, la psychologie de la nation, c'était une psychologie très Marcus Garvey, c'est-à-dire on rentre en Afrique, une nation à part. Le fameux mouvement des comeback. Voilà, les comeback, et puis il y avait Luther King qui disait non, on est ici, vous devez accepter qu'on fait partie de ce pays, parce que si on est ici, c'est votre responsabilité. C'est vous qui êtes venus nous chercher. Là, on a été, vous nous avez ramenés ici. Notre histoire est maintenant ici. C'est un leurre de penser qu'on va tous rentrer en Afrique, parce que peut-être il y en a qui ne veulent pas. On a le droit de vivre comme vous, à égalité, devant la loi, avoir les mêmes
les mêmes chances. Voilà. Donc c'est la même chose ici. Ben, les gens qui pensent que leur pays est en train de changer, ben, c'est la facture, comme a dit Léonora Miano. Voilà. Vous ne pouvez pas aller détruire un monde et ne pas assumer une facture qu'on vous met. La facture, c'est pas de l'argent. Moi, je ne suis pas pour... c'est comme si on venait tuer votre frère, on disait, bon, on va vous donner, on va vous... Non, moi, non, ça ne va pas me donner mon frère. Ça va pas... Moi, je ne suis pas pour ce que réclame le cran, là, comment on les appelle, la réparation. Moi, je ne suis pas pour la réparation. Moi, je suis contre ça. Alors, moi, j'avais une question. Alors, on parle de problèmes d'intégration. On ne va pas parler d'assimilation, mais d'intégration, puisque c'est aussi un des sujets qu'on va entamer. Quels sont les moyens d'intégration qu'on propose à ces jeunes, on va dire... à ces 3 différents stades que tu viens juste de nous décrire, quelle intégration pour ces jeunes-là? Quels sont les moyens qu'on leur propose et quels sont, voilà. Les moyens, c'est-à-dire les moyens que la République met à leur disposition. Oui. La République a toujours dit que l'intégration devait passer par l'école. Le seul souci, c'est que l'école a été ghettoisée. On a des écoles qui sont ghettoisées. Vous avez des quartiers où vous retrouvez entre noirs et arabes. Donc c'est quand même, c'est un peu mentir. C'est comme aux États-Unis à l'époque de la ségrégation. Il y avait des écoles pour noirs, des écoles, et on dit intégrez-vous. Mais oui, mais comment on fait pour vous intégrer par l'école? Mais par l'école, comment? Vous allez être entre vous. Si je dois même prendre un bus où je verrai que mes semblables. Mais comment je m'intègre? Voilà. Donc, je pense d'abord qu'il faudrait faire en sorte qu'il y ait un peu plus de mixité. Dans les écoles, moi, je ne fais que des discours qui sont tenus par beaucoup de gens qui sont spécialistes de ces questions. Déjà, faire en sorte qu'il y ait un peu plus de mixité. Déjà, faire en sorte... Comment voulez-vous que des gens qui vivent entre eux s'intègrent à vous? C'est pas possible. Rien que aussi dans le logement, il faudrait qu'il y ait un peu plus de mixité. On ne peut pas les mettre déjà dans le même quartier et leur dire non, intégrez-vous à la France. Mais aussi, je fais aussi la critique, parce que moi, je n'aime pas toujours jeter la faute sur les autres. Voilà. Moi, je dis aussi à mes frères aussi, en leur disant, écoutez, c'est vrai, on ne vous donne pas les mêmes chances, mais est-ce que vous allez passer votre temps à pleurnicher, quoi? Il faut arrêter la pleurniche. Il faut aller, c'est vrai, il faut aller au combat, à un moment donné. Il faut... moi, je suis arrivé ici, je n'avais pas de bourse. Je n'avais pas de bourse. Je n'ai jamais eu de bourse. Ça ne m'a pas empêché d'avoir mon DEUG, ma licence, ma maîtrise, mon master. Et j'essaie de faire un doctorat. C'est un peu ce qui, comme voilà. Tout à l'heure, tu as rendu hommage, le cas de Malcolm X, qui disait by any means necessary. Ça veut dire par toute la force possible. Voilà. Donc, donne-toi les moyens, et le reste, ça viendra avec la façon dont tu vas te battre. Mais là, il y a une question que je me pose, parce que là, on a abordé la question de la diaspora. Donc, en gros, la diaspora, d'après vous, c'est la personne. C'est la personne, c'est la diaspora. Et du coup, tu les as décrit 3 personnes qui rentrent dans ce moule de diaspora. Maintenant, la question de l'intégration. Déjà, on attend des mots comme intégration, assimilation. Mais en gros, qu'est-ce que c'est l'intégration, pour commencer? Et qu'est-ce que c'est l'assimilation? C'est quoi la différence entre les deux? L'assimilation, pour certains, c'est, comme je vous ai dit, d'oublier tout qui peut être en rapport avec vos origines, votre ascendance, une culture qui serait différente de la culture majoritaire dans le pays. C'est ça pour moi l'assimilation. D'accord. Et est-ce que c'est le cas, excusez-moi, mais est-ce que c'est le cas des Français d'outre-mer? On peut dire ça aussi? Je pense qu'eux, on ne les embête pas parce qu'ils sont entre noirs là-bas. Hein. Donc, c'est rare qu'on dise ils ne s'intègrent pas. Hein, eux, ils sont là-bas, ils sont entre noirs, ils sont français, mais entre noirs là-bas, le problème n'est pas là. Quand ils viennent ici, la plupart, ils ont des prénoms Jean-Charles, Mireille, donc on ne peut pas leur dire qu'ils n'ont pas pris de prénom. Bon, on va dire des noms qui sont déjà intégrés. Voilà, et puis des noms qui sont déjà intégrés. Et, quand on parle d'intégration, c'est surtout pour les subsahariens et les maghrébins.
souvent, c'est ça. Voilà. Et pour moi, l'intégration, pour moi, quelqu'un qui serait bien intégré, à mon avis, pour moi, c'est quelqu'un qui respecte l'histoire de ce pays. D'accord? C'est-à-dire que moi, je ne suis pas... Moi, j'ai toujours dit, c'est comme je disais au départ, dans le livre, Entre ou ferme-la, je pense que la France est un pays historiquement chrétien, helléno-chrétien, d'accord, une civilisation helléno-chrétienne, d'accord. On ne peut pas nier ça. Hein, c'est comme si on venait aux Comores, on disait non, vous n'avez pas une civilisation musulmane. Ce serait malhonnête. Mais cette civilisation helléno-chrétienne est partie faire quelques ravages ailleurs. D'accord? Qui a entraîné le fait que les gens qui étaient dans ces pays-là sont venus ici. Donc, elle serait hypocrite de ne pas vouloir que des éléments de cette culture qu'elle est partie détruire influencent sa culture. Je ne sais pas si je me suis... Oui, très, très bien. Donc, pour moi, la France, c'est une civilisation helléno-chrétienne avec un apport qui vient d'ailleurs, qui est la continuité de l'histoire de cette civilisation, c'est-à-dire la colonisation, d'accord, l'esclavage, d'accord. Et c'est pas, encore une fois, je ne suis pas dans un esprit de vengeance. Je dis simplement, c'est l'histoire, c'est la continuité de l'histoire. Donc, s'intégrer, c'est respecter cette histoire helléno-chrétienne, d'accord, tout en transportant avec soi les éléments qui viennent de cet espace qui a été détruit par cette même civilisation helléno-chrétienne. Pour moi, c'est ça l'intégration. D'accord? C'est-à-dire, je respecte qu'ici, je ne peux pas monter un minaret et faire des appels à la prière. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait, oui. Voilà, ça ne m'empêche pas que la France permet, avec la loi de 1905, la laïcité, que chacun puisse exercer son culte. D'accord? La France n'a pas à m'interdire de porter mon boubou dehors. Voilà, je porte mon boubou, ben, c'est la conséquence de l'histoire de la France, qui est venue dans un pays où on porte des boubous. D'accord? C'est la continuité des... C'est ça l'intégration. Donc je respecte les acquis de cette civilisation helléno-chrétienne, sa progression, la laïcité, ce genre de choses. Et je n'oublie pas d'où je viens, ou je n'oublie pas d'où viennent mes ancêtres qui ont été anciennement colonisés par ce pays. Voilà. Très bien. Je pense qu'on a un autre témoignage aussi de Teresa qui est une martiniquaise, donc elle rentre aussi dans ce moule d'intégration ou d'assimilation. C'est quoi ton expérience par rapport à... Non, bah c'est surtout que en tant qu'antillais, on n'a pas forcément l'impression d'être considéré comme français. Tout simplement, quand on entend un tel qui dit « Oui, mes parents, ils sont allés travailler aux Antilles, ils sont expatriés aux Antilles, en Martinique ou en Guadeloupe, en fait, c'est la France. » Et si ce n'est pas au moment des élections, on ne nous considère pas vraiment comme des Français. Et après, bon, c'est à ce moment-là qu'on se demande si on a notre place ici, est-ce qu'on ne devrait pas demander l'indépendance. Quand on demande l'indépendance, ils nous disent mais non, vous êtes français. Ça, c'est Elie Domota, ça. Voilà. Donc là, voilà, on nous pointe du doigt, on dit ah, regardez-les, ils veulent se rebeller, ils se prennent pour les nègres marrons, ou, voilà. Mais en même temps, il n'y a aucune action qui est vraiment faite pour qu'on se sente autant français que les Français de métropole. Moi, je pense que concrètement, quand les gens veulent être reconnus comme français, je pense que c'est dans l'histoire. Ils veulent que leur histoire fasse partie de l'histoire de la France. C'est-à-dire, dans l'enseignement de l'histoire, leur histoire, ce qu'ils ont subi, la colonisation, l'esclavage et tout ça, soit reconnu et soit intégré à l'histoire de la France. Mais je ne crois pas que... Il faut souligner que cette histoire n'est pas enseignée ici. Voilà, et c'est ça. Mais je ne crois pas que vous attendez
et que vous attendez à ce que les Blancs disent oui, vous êtes français, vous vous en foutez quelque part. Oui, mais on a besoin de se sentir, pas forcément qu'on nous le dise, mais par rapport, ne serait-ce que dans les attitudes, dans la façon dont on est traité, même médiatiquement. Ne serait-ce que ça. Oui, et voilà. même dans les livres d'école aussi. Oui. Le chapitre de l'esclavage, s'il fait 2 pages, c'est beaucoup. Et on n'a pas la connaissance de Victor Schœlcher, de tous les abolitionnistes, ou même de nos auteurs. Aimé Césaire, il est traité parfois au lycée, mais on a beaucoup d'autres auteurs, d'autres artistes. Ah, ben, pour ce qui est de la littérature, c'est pas Donc est-ce que vous connaissez Kalash? Vous connaissez pas Kalash? Donc on va faire une pause avec Kalash, avec son titre Allez simple. C'est bon à vous? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Non, franchement, ça prend forme. Hein? C'est top. C'est top. T'as pris